François Hartog, vous êtes né en Savoie, historien. Vous m'avez dit à cause de la guerre, et vous avez fait vos premières études à Neuilly. Donc vous êtes monté après, comme on dit, à Paris. Alors, parlez-nous d'abord de la Savoie. Pourquoi avez-vous atterri en Savoie et quel était votre milieu familial? Alors pourquoi la Savoie? Parce que ma famille maternelle était savoyarde. Et ma mère, qui s'est trouvée seule au moment de la guerre, a fait l'exode et est finalement revenue dans sa ville d'origine avec mon frère aîné qui était né, lui, en 1940. Donc, voilà Albertville. Et Albertville, alors moi qui suis né en 1946, pourquoi encore Albertville? Parce que mon père, qui a été prisonnier pendant 5 ans, au sortir de la guerre, est venu lui aussi à Albertville et a retrouvé son travail, alors qu'il était avant à Paris, a retrouvé un travail sur place. Voilà. Et nous sommes restés pendant quelques années à Albertville, jusqu'à ce que, pour des raisons professionnelles, mon père retourne vers Paris, mais nous n'avons pas habité Neuilly, ni même Paris, nous avons habité la banlieue. Nous sommes installés à Colombes. Et donc je suis passé d'Albertville, petite ville quand même assez somnolente à l'époque, enfin ça ne me gênait pas considérablement, à Colombes, la banlieue, parce que pour des raisons à la fois économiques, nous étions 3 enfants, mes parents avaient ma grand-mère à leur charge, voilà, la vie était... il fallait faire attention. Et la banlieue se loger à Paris en banlieue était moins cher. Et puis, il y avait l'idée aussi de ma mère qu'au moins on pouvait avoir de l'air, on pouvait avoir un petit bout de jardin, on pouvait avoir quelque chose, et que passer de la campagne à la ville de Paris, c'était peut-être une transition trop difficile. Bon, voilà. Et que faisaient vos parents? Alors, ma famille est une famille de la bourgeoisie, moyenne, mais décadente. C'est-à-dire qu'ils ont été, tant du côté de mon père que de ma mère, plutôt ruinés par les guerres. La première et puis la seconde, puisque mes parents, qui se sont mariés en 1939, avaient eu la bonne idée de s'installer à Caen. C'est-à-dire qu'ils ont tout perdu. Ils venaient de s'installer et ils ont tout perdu. Donc ils sont repartis à Albertville avec rien, quoi. Voilà. Et donc c'est ce milieu, mais famille bourgeoise, catholique. Et fonctionnaire, commerçant? Non, mon père travaillait dans les assurances, donc avait une formation, avait fait Sciences Po, avait une formation en droit. Et ma mère, qui avait dû travailler très tôt, parce que son père était mort et ma grand-mère, évidemment, n'avait pas de profession, donc il fallait gagner sa vie comme on pouvait, a fait des études supérieures, ce qui n'était pas si fréquent pour une femme dans les années 30. Et elle a travaillé dans la même compagnie d'assurance que mon père, c'est là qu'ils se sont rencontrés. Et du jour où ils se sont mariés, dans ces familles comme il faut, mon père a dit « Tu ne dois plus travailler ». Et femme obéissante comme on devait l'être à l'époque, elle a obéi et elle en a toujours été très malheureuse. Et puis, alors en ce qui me concerne, je suis allé au lycée Pasteur à Neuilly. Bon, mais il n'y avait pas de lycée à cette époque dans les banlieues. Donc on avait le choix entre le lycée Condorcet d'un côté ou le lycée Pasteur de l'autre. Et puis les... Condorcet dans le 9e arrondissement et Pasteur à Neuilly. Voilà. Et j'ai été affecté au lycée Pasteur. J'avais demandé le lycée Condorcet parce que c'était celui où il y avait mon frère aîné, celui où mon père avait été, enfin bon voilà. Mais j'ai eu Condorcet Pasteur. Et Pasteur, je m'en suis aperçu, évidemment pas sur le moment, mais vous aviez 2 populations.
C'était très drôle. Si vous regardiez le lycée Pasteur, les élèves sortaient et les uns tournaient à droite en sortant, les autres tournaient à gauche en sortant. Ceux qui tournaient à droite allaient vers Neuilly et éventuellement le 8e arrondissement, le plus souvent rentraient chez eux pour déjeuner, n'étaient pas demi-pensionnaires. Et ceux qui tournaient à gauche retournaient vers leur banlieue prendre leur autobus et étaient tous demi-pensionnaires. Donc il y avait ce... Et au fond, c'est ça qui est étonnant, c'est que nous ne le vivions pas comme ça. Même si c'était effectivement comme ça. Donc j'ai fait mes études là jusqu'à la classe de philo. C'était au fond un lycée de province. Très loin de tout ce qui se passait, nous étions au tout début des années 60, très loin de tout ce qui se passait à Paris, dans le quartier latin. Et la découverte de la politique, au fond, ça a été un matin, en 1961 probablement, quelque chose comme ça. Nous arrivons pour rentrer au lycée, les portes sont fermées, l'administration nous retient dehors. On ne sait pas pourquoi, ça dure plusieurs heures. Et pendant la nuit, le lycée avait été tagué. Il y avait de grandes inscriptions, OAS vaincra, OAS j'allais dire aussi, par l'OAS, bon. Et ça a été... Alors l'administration était absolument affolée, jamais une chose pareille ne s'était produite, qu'est-ce qu'on faisait? Bon, voilà. Et pour nous, en fond, ça a été tout d'un coup un choc. On entendait parler, on entendait à la radio, oui, l'Algérie, mais ça restait lointain. Et puis tout d'un coup, c'est là. Bon. Et qui a fait ça? On n'a jamais su. Enfin, moi, je ne l'ai jamais su. Je ne crois pas qu'on l'ait vraiment su. Bon. Donc, ça a été la découverte de la politique et des enjeux politiques. Et évidemment, tout ça s'est beaucoup accentué du jour où je suis entré en Hippocagne, au lycée Louis-le-Grand, à Paris. Et alors là, ça a été, la découverte de la vie intellectuelle de Paris, du quartier latin, les cinémas, les publications, la librairie Maspero, la joie de lire, et puis alors aussi l'engagement politique, la politique, les combats entre les diverses tendances à l'intérieur de l'Union des étudiants communistes, les fascistes qui étaient dans les FAF, qui étaient dans le quartier latin. Il fallait faire des sorties à l'heure de midi dans le passage là de la Sorbonne. Bon, voilà, tout d'un coup, c'était un univers complètement différent. Et au fond, pas plus différent que si j'étais arrivé du lycée de Clermont-Ferrand. D'accord. Mais vous vous êtes retrouvé spontanément comme, entre guillemets, un homme de gauche à l'époque, parce que... c'était quand même les personnalités les plus marquantes de ces classes étaient des gens de gauche ou d'extrême gauche. Bon, autour de l'UEC, je vous dis, avec toutes les scissions en cours qui se préparent, etc. Par exemple, le personnage le plus flamboyant qui était dans notre classe... À Louis-le-Grand. À Louis-le-Grand, était Guy Lardreau. Bon, philosophe, absolument flamboyant, mais terrorisant. Bon, avec sa manière d'être. Enfin, il était déjà... Bon, il a publié, pendant qu'on était en Hippocagne, son premier roman. Bon, c'était tout d'un coup un autre monde. Hein. Et puis vous aviez un autre philosophe qui, lui, alors cultivait un mimétisme parfait avec Sartre, qui était Guérin. Michel Guérin. Michel Guérin, qui ensuite... Qui écrit toujours. Qui écrit toujours et qui a fait une carrière à la fois diplomatique et comme professeur d'esthétique. Mais il est à Marseille. Et voilà. Bon. Mais à l'époque, il était avec sa Canadienne, ses boyards, avait une chambre dans la rue Monsieur-le-Prince. Enfin, voilà. Bon. Donc, c'était ces personnages-là qui donnaient le ton, si vous voulez. Et c'est aussi le moment où
justement, on a lu quand même beaucoup de choses, et des choses, c'est-à-dire bon, Lévi-Strauss, Foucault qui commençait, Barthes naturellement, Benveniste, enfin, bref, tout ce qui a fait les sciences humaines de ces années-là, c'était terriblement excitant. Bon, il y avait aussi Althusser, bien sûr. C'était terriblement excitant, et c'était d'autant plus excitant que c'était interdit. Enfin, pas formellement, mais ça ne faisait pas partie de l'espace dans lequel nous étions censés préparer le concours de l'école normale. Et il ne fallait surtout pas utiliser tout ça dans les dissertations. Évidemment, ce que des gens comme Lardreau, qui en plus, lui, commençait à être lacanien en diable, ne pouvait pas ne pas faire, et ça ne pouvait pas manquer de produire des catastrophes au niveau des notes. Bon, voilà. Donc il y avait cette discipline très forte des Cagnes, mais très dure, qui faisait qu'on apprenait quand même un nombre incroyable de choses en très peu de temps, avec lesquelles on était à la fois en désaccord, parce que ça nous paraissait absurde, ridicule, faire une dissertation française avec le Lagarde et Michard, tout ça, on avait Lagarde comme prof. Bon, et puis, il y avait tout ce qui était à côté, qui nous paraissait ce pays merveilleux du monde intellectuel. Bon. Et c'est dans ce contexte qu'est arrivé le Vietnam, enfin les comités Vietnam, qui ont été un grand agrégateur de gens qui n'étaient pas vraiment disposés à s'engager, mais qui en même temps trouvaient très facile de condamner la guerre américaine. Bon. Et est arrivé 1968, à la fin de tout ça, à la fin de ces années, et là, ça a été à la fois une espèce de fête, ce côté, tout d'un coup, Paris vide, comme on l'a connu il y a quelques mois. Ça m'a rappelé tout à fait les rues de Paris vides. C'est ce que j'ai vécu en mai 68. Et puis, très vite, l'espèce de jeu de la Révolution, cette façon qu'ont eu les syndicats de récupérer la mise, en s'entendant avec Pompidou pour obtenir des augmentations de salaire substantielles, et la retombée, avec ce pouvoir qui avait été très étonnamment ébranlé, pouvoir gaulliste finissant, et les élections qui ont suivi, la majorité bleu-blanc-rouge, ou en tout cas bleu, et une grande, comment dire, une espèce de grande lassitude. Après ces mois très intenses, et au milieu de tout ça, il fallait loger quand même le concours à l'école normale. Alors, cette lassitude, je crois que l'avoir entendue une fois chez vous, elle a énormément contribué aussi, a posteriori, un peu plus tard, à forger votre choix pour la Grèce, pour l'hellénisme. Alors, je ne sais pas comment ça s'est fait parallèlement avec votre rencontre avec Jean-Pierre Vernant, mais toujours est-il que j'avais été frappé par ça, c'est-à-dire post-68, comme d'ailleurs chez vous, il y aura un post-mur de Berlin qui va jouer sur votre travail. Donc là, post-68, tout d'un coup, vous vous dites, c'est peut-être pas si bête de revenir à la Grèce. Alors expliquez-nous cela d'un point de vue biographique. D'un point de vue biographique, je suis entré à l'école normale en 68. Et le concours avait été décalé, donc à l'automne. Et ma première année d'école
a consisté à faire du théâtre. Je ne voulais plus entendre parler de tout ce que j'avais pu faire dans les années précédentes. Et ça a été extrêmement roboratif. Bon, puis j'étais avec d'autres gens qui n'étaient pas exactement dans les mêmes voies. Enfin bon, voilà. Et c'était avec le théâtre de l'Aquarium qui, l'année d'après, est passé professionnel. Donc évidemment, je n'ai pas suivi ça. Enfin, évidemment, oui, évidemment, je n'ai pas suivi cette voie. Je ne pense pas que j'aurais été un acteur de premier plan. Et probablement pas non plus un dramaturge de premier plan. Et là, il se trouve que au programme de l'agrégation d'histoire, il y avait cette année-là, en 1970, alors ça devait être, début 1970, au programme, là, je sais pas quoi, la religion grecque archaïque ou quelque chose comme ça. Et comme nous étions après 1968, le responsable des études d'histoire à l'école normale a invité 3 personnages qui, en principe, n'étaient pas vraiment en odeur de sainteté jusqu'alors, qui étaient Jean-Pierre Vernant, Pierre Vidal-Naquet et Marcel Détienne. Beau trio. Et il se trouve que j'ai eu envie d'aller suivre les quelques conférences qu'ils ont données, alors qu'elles étaient destinées aux agrégatifs, que moi je n'étais pas agrégatif, mais j'y suis quand même allé. Les agrégatifs m'ont regardé un peu de travers, en disant qu'est-ce qu'il vient faire celui-là, enfin bon, c'est pas très grave. Et alors pourquoi j'y suis allé? Parce que dans les années précédentes, j'avais lu Dumézil, ou du Dumézil, parce que lire Dumézil, on en a pour un moment, mais du Dumézil, en particulier ce qu'il avait fait sur la religion romaine, ce qu'il avait écrit sur la religion romaine, et que Dumézil m'avait paru extraordinairement libérateur, extrêmement inspirant. Nous avions des cours d'histoire romaine d'un ennui profond à Encagne. C'était les cours de Carcopino, plus ou moins recyclés. Et Dumézil ouvrait comme ça des perspectives sur ces 3 fonctions dans la religion romaine. Alors c'est par ce biais que je me suis dit, mais je vais aller écouter ces gens qui prennent la Grèce de manière différente. C'était le moment où Vernant travaillait justement sur le mythe d'Héras d'Hésiode, c'est-à-dire une lecture structurale du mythe d'Hésiode à partir des 3 fonctions de Dumézil, en montrant en quoi justement ça ne marchait pas vraiment pour Hésiode. Et j'étais un peu avec l'idée naïve et prétentieuse qu'au fond, puisque Dumézil avait fait tout le travail pour le Rome, il fallait le faire pour la Grèce, et que c'était d'autant plus intéressant que ça ne marchait pas pour la Grèce. Donc on avait à la fois la proposition et la proposition à démonter d'une certaine manière, puisque ça ne marchait pas pour la Grèce. Donc pourquoi ça ne marchait pas pour la Grèce? Bon, évidemment, tout ça était fort naïf. Et il est resté que j'ai rencontré ces 3 personnes, que Vernant m'a énormément impressionné parce qu'il savait l'être, mais il m'a paru inaccessible. Ce qui est curieux, puisque au fond, c'était pas du tout un homme inaccessible. Tout au contraire, du point de vue de ses qualités humaines, c'était au contraire un homme extrêmement accueillant, chaleureux, disponible, etc. Mais je l'ai vu arriver comme ça. C'était encore l'époque où les gens portaient des cravates, des vestes et tout. Bon, même après 68. Et je me suis dit, je ne peux pas aborder cet homme, c'est pas possible. Bon. Excusez-moi de vous couper, vous aviez une idée de son passé de résistant à l'époque? Vague. Vague. Hein? De grands résistants. Oui, de grands résistants. Vague. Parce que là aussi, c'est des choses qui n'étaient pas, dont on ne parlait pas. Ah. Non pas qu'on voulut les ignorer, non pas que... Mais ça n'était pas là, à la différence de 25 années plus tard. Bon. Et puis est arrivé, il y avait Détienne, qui lui était encore un peu plus jeune, mais il était lui aussi inabordable, mais pour une autre raison, c'est qu'il arrivait sans regarder personne, s'asseyait, sortait ses papiers de sa serviette,
lisait son truc, remettait ce papier dans ses serviettes et partait. Bon, donc... Et le troisième, c'était Vidal Naquet, qui lui, alors évidemment, arrivait avec une allure totalement différente, son côté, comme ça, débraillé, que vous avez sûrement connu, un cartable qui traîne à moitié ouvert, avec des trucs qui débordaient, des papiers, des choses, bon. Et ce côté débraillé, etc., faisait j'ai eu le sentiment qu'on pouvait m'adresser à lui, même en étant même pas un agrégatif, rien du tout, enfin bon. Et là, alors il a fait très bon accueil, puisque la question c'est de faire une maîtrise. Bon, alors je lui ai dit, voilà, j'envisage de travailler, etc. Bon. Et alors Vidal, c'était très simple. Il ne parlait pratiquement que de ce sur quoi il était en train de travailler. Donc c'était un obsessionnel. Bon, voilà, donc à ce moment-là, il s'occupait de l'Odyssée. Il m'a dit, voilà, faites quelque chose. Il m'a proposé un sujet de maîtrise sur l'Odyssée. Bon, je l'aurais vu 2 ans plus tôt ou 2 ans plus tard, ça aurait été autre chose. Bon. Mais c'était comme ça avec lui. Et c'est ce que j'ai fait. Et en plus, puisque ça me convenait bien, j'ai travaillé sur les Phéaciens dans l'Odyssée, c'est-à-dire un peuple marin de passeurs, et comme mon rapport à la mer est quand même quelque chose qui est très important pour moi dans mon existence, et que l'Odyssée, bon, lire l'Odyssée, c'est quand même, il y a des choses plus ennuyeuses que ça. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Et alors la Grèce, après, bon, les choses se sont un peu mises en place. C'était un choix peut-être au départ négatif, ce à quoi vous faisiez allusion. C'est-à-dire, je ne voulais plus de l'actualité. L'histoire contemporaine, par exemple, non. Voilà, j'avais l'impression que c'était complètement desséché, que voilà. Bon. J'avais eu, à un moment, l'idée que, oui, la philosophie, c'était quand même ce qu'il fallait faire si on se respectait. Mais j'avais conclu aussi que c'était pas vraiment surtout cette philosophie très, très dogmatique qui avait cours quand même dans ces années-là, où il fallait faire ci, et si on faisait ça, ça n'allait pas du tout. Enfin bon, c'était quand même pas une atmosphère là, extrêmement accueillante. Donc, l'histoire ancienne m'est apparue comme une espèce de compromis, et alors non pas pour fuir le présent, mais pour l'envisager d'une autre façon, puisque ça se faisait, je le faisais avec comme guide, inspirateur, mentor, des gens qui eux-mêmes avaient un fort rapport avec leur présent et qui participaient au débat de leur présent. Donc c'était une histoire ancienne, une Grèce qui pouvait être pertinente pour les débats contemporains. Non pas en essayant de la moderniser ou de l'actualiser, tout au contraire, ce n'était pas du tout ce que faisait Vernant, mais qui pouvait faire entendre un propos qui avait du sens dans les débats contemporains. Et c'est ainsi que je me suis engagé dans une thèse qui est devenue le Miroir d'Hérodote. Alors, le Miroir d'Hérodote, qui sera votre premier livre. Oui, premier livre, publié il y a 40 ans, qui bénéficiait aussi d'une inspiration qui m'était venue d'un voyage que j'avais fait autour du monde. Puisque j'avais eu une bourse de la Fondation Saint-Ger-Polignac qui permettait ce luxe de partir 1 an autour du monde. Et j'étais parti avec un sujet de thèse qu'il fallait avoir déposé avant de partir, qui était au fond la reprise d'un vieux problème qui était la question de la nation grecque. Pourquoi les Grecs ne sont pas devenus une nation au sens où les Allemands l'entendaient, et pourquoi les Grecs ont raté ce que les Allemands ont réussi. Ça a été un des grands débats du XIXe siècle. Et c'était après une discussion avec Moses Finlay à Cambridge, qui m'avait suggéré d'aller reprendre cette question, mais sous un mode différent. Et le voyage que j'ai fait, qui était quand même largement placé sous le signe de l'anthropologie,
parce que j'ai même participé pendant quelques mois, enfin, j'ai suivi un ethnologue en Indonésie, à Célèbes, qui s'occupait d'une population de marins, les Bugis. Donc, c'était pas seulement de l'ethnologie en chambre. J'ai toute petite expérience comme ça de terrain, si je puis dire. Bon, donc c'était et de ce voyage pendant un an, qui s'est fait beaucoup en bateau, qui était à la fois sur les traces de Conrad, de Segalen et Triste Tropique de Lévi-Strauss. Enfin voilà un peu l'environnement intellectuel de ce voyage. J'ai repris, en revenant, cette affaire de la Grèce en me concentrant sur Hérodote et en posant la question de la manière dont il avait traité ce problème qui était très présent alors, de l'altérité. On parlait beaucoup d'altérité dans ces années 1975, par là. Et ça, c'était le premier thème, donc l'ethnographie, le voyage de découverte, l'autre. Et le second thème qui s'est très vite greffé a été la question de l'histoire, de l'écriture de l'histoire. Et ça, alors ça, c'est venu très largement par ma lecture et ma rencontre, ma lecture d'eux et ma rencontre avec Michel de Certeau, qui publie son livre L'écriture de l'histoire en 1975. Alors, est-ce que ces deux piliers, finalement, ne vont pas vous poursuivre? C'est-à-dire, le premier pilier, c'est un peu un regard décentré, qui passe par la Grèce et qui passe par le voyage et les autres continents, qui deviendra en 2008 votre livre de réflexion, disons, sur l'Europe et ses autres, hein, et notamment ceux qu'on qualifiait de sauvages. Donc, ce décentrement-là, ce premier pilier, et puis le deuxième pilier, qui est déjà de prendre l'histoire par le biais de son histoire, c'est-à-dire de ce qu'on appelle l'historiographie de l'histoire. Est-ce que vous diriez que ces deux piliers, vous les avez toujours tenus ensemble? Oui, en tout cas jusqu'à un certain moment. Oui, le premier a certainement ordonnancé mon travail sur le monde ancien. Donc il y avait eu Hérodote, mais il y a eu ensuite le livre qui s'appelle Mémoire d'Ulysse sur le thème de la frontière, dans le culturel. Donc ça, c'est dans cette veine-là. Et puis, l'autre, alors, la question de l'histoire, a pris de plus en plus d'importance, tout en évitant de se limiter ou de se restreindre justement à l'historiographie au sens étroit, c'est-à-dire une histoire de l'histoire des historiens, une histoire internaliste de l'histoire qui me semblait assez, enfin pas inintéressante, mais quand même assez pauvre. Bon, donc c'est toujours, au fond, la question plus large, c'est mais comment se fait-il que des sociétés aient, toutes plus ou moins sous des modalités différentes, considéraient qu'elles avaient à faire place à du passé, à réfléchir sur leur présent à partir de leur passé. Donc, au fond, qu'est-ce que c'est que cette espèce de constante des communautés humaines? C'est l'histoire vraiment au sens le plus large. Et puis, alors, il y a les manières plus spécifiques de traiter la question. Et parmi ces manières plus spécifiques, il y a eu celle des Grecs. Et parmi celles des Grecs, celle d'Hérodote, qui m'a intéressé particulièrement parce que, justement, Hérodote était, je l'ai dit plusieurs fois, au fond, est une espèce de Lévi-Strauss de l'Antiquité. Il a construit un grand tableau des cultures, ordonnancé, avec justement des systèmes d'opposition binaire, le chaud, le froid, le jeune, le vieux, etc. Bon, donc on a une table comme ça qu'il nous propose, et puis sur cette table, il
ajoute, où il inscrit des histoires singulières. Bon. Et Hérodote était, c'est ça qui m'a conduit, était envisagé dans une perspective d'anthropologie. C'était une lecture anthropologique d'Hérodote, si on veut, qui venait un peu contrebattre ce qui était la manière habituelle de traiter les choses, c'est-à-dire de considérer que le premier véritable historien, c'était Thucydide, et que Hérodote était encore un garçon, certes intéressant, mais un peu naïf. Bon. Et c'est ça que j'ai voulu mettre en question. Bon, je suis pas le seul à avoir fait ça, mais voilà. Donc c'est un Hérodote vu à travers cette perspective de l'anthropologie, comme une espèce de Lévi-Strauss de l'Antiquité, et puis avec la problématique qui était celle, bon, Hérodote est quand même a été traité comme étant le père de l'histoire par la tradition occidentale, et dans le même temps, on a toujours considéré qu'Hérodote était un menteur. Voilà, comment vous faites tenir ensemble ces deux propositions? Il est le père et il est un menteur. Bon. Et vous avez là deux voies pour explorer quelque chose qui a traversé l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Alors, pendant votre maturité, quels sont, selon vous, les points saillants de votre parcours? Les points saillants, ça a été la rencontre. Alors vous évoquiez 1989 comme autre date importante, pour moi, mais évidemment pas seulement pour moi, comme autre date importante. Et en effet, cette date-là a marqué, s'est traduite, comme ça, dans ma réflexion, par un déplacement du questionnaire de l'histoire vers le temps. Bon. De l'histoire vers le temps... Et vous étiez à Berlin, d'ailleurs, à ce moment-là? J'étais à Berlin quelques années après, au début de 91, 92. Bon. Et oui, comme je l'ai dit, donc déplacement vers le temps. Et à partir de cette notion que je commençais à utiliser, à mettre au point, qui est celle de régime d'historicité. Et le régime d'historicité, alors si on parle d'un point de vue à la fois intellectuel et biographique, le régime d'historicité, ça a été le résultat de ma lecture de l'anthropologue Marshall Salins et de ses livres qui s'appellent « Des îles dans l'histoire », où justement il explique à quel point les Maoris font de l'histoire. Non seulement ont une histoire, mais font de l'histoire, mais une certaine histoire. Et qu'il y a donc des historicités différentes et des modalités différentes de rendre compte, de travailler avec cette historicité. Et puis, le point qui m'a permis de rapatrier le régime d'historicité du côté de l'Europe, c'est en effet le séjour à Berlin, où quand vous vous promeniez dans ce Berlin de tout début des années 90, c'était une ville encore pleine de trous. C'était une ville où les discordances de temporel ne pouvaient pas ne pas vous frapper. Il y avait des espaces vides, il y avait des immeubles de l'Est complètement lépreux, avec encore toutes les traces de balles qui dataient de 1945. Avec les arrière-cours à la Brecht voilà. De Alexander Platz, etc. Platz. Oui. Et puis le Berlin de l'Ouest, ce Kurfürstendamm qui avait été une espèce de vitrine de l'Ouest, mais assez clinquante. Enfin, bon, donc se promener dans Berlin, enfin pour moi en tout cas, à ces moments-là, m'a permis de me dire, mais au fond,
cette notion de régime d'historicité, c'est-à-dire la façon dont vous articulez les catégories du passé, du présent et du futur, elle vaut aussi pour l'Europe, elle vaut aussi pour ce qui s'est passé chez nous. Et ça peut être un instrument heuristique, un instrument d'investigation pour mieux éclairer ce qu'il en est alors de nos rapports au temps aujourd'hui et des doutes qui ont surgi sur notre propre rapport au temps. Donc voilà, c'est un peu ce passage et ce cheminement et qui a fait que c'est autour de cette réflexion sur le temps, sur les rapports au temps, elle-même peut-être tout début lancée par une remarque de Michel de Certeau qui avait écrit le temps au fond c'est l'impensé de la discipline historique. Bon. Et si on prenait sa proposition au sérieux et qu'on essayait de s'attaquer à cet impensé de la discipline pour essayer de le penser. Et le régime d'historicité, au fond, c'est ça, c'est une réponse à cette question.